Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes comme moi, vous entendez parler de l'hydrogène comme solution, comme carburant d'avenir. L'hydrogène, les véhicules qui circuleront à l'hydrogène, c'est une solution. Oui, mais posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous roulerons dans des véhicules à hydrogène? L'hydrogène dans les transports tiendra-t-il ses promesses? L'hydrogène est fait de mode ou vraie solution pour les transports? Bien, pour en parler, avec nous, Aurélien Bigot, qui est chercheur, qui a contribué à la revue éditée par Polytechnique, Polytechnique Insight, revue de l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour. Bonjour. Aurélien Bigot, vous aviez en charge le volet transport, l'hydrogène et les transports. Vous travaillez sur la question d'hydrogène depuis longtemps, vous connaissez bien la question. Alors, l'hydrogène, effet de mode ou vraie solution pour les transports? Eh bien, un peu des deux. C'est pas une solution magique pour l'ensemble des modes de transport. Il y aura des modes sur lesquels il va y avoir une pertinence, mais à court terme, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que l'hydrogène est essentiellement produit à partir d'énergie fossile. Donc, à court terme, avec l'hydrogène qu'on a actuellement, c'est fortement émetteur de CO2. Donc, l'intérêt climatique à court terme n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'y a pas d'intérêt climatique. C'est ça, pas à court terme. En tout cas, après, l'objectif, c'est de passer à des modes de production de l'hydrogène bas carbone. Et pour ça, il y a notamment le procédé qui est le plus mis en avant, c'est l'électrolyse de l'eau. Oui. Alors, l'électrolyse de l'eau, c'est on prend de l'électricité et on casse les molécules d'eau pour en sortir de l'hydrogène. Et là, l'hydrogène, du coup, peut être utilisé. Alors, soit dans l'industrie, finalement, c'est là qu'il est aujourd'hui le plus utilisé. C'est là qu'il va être le plus pertinent, d'ailleurs, dans la transition énergétique des transports. Et après, en complément, ça peut être utilisé sur de l'électricité pour cela. Exactement. Et il faut produire cet hydrogène-là. Et tout à fait, il faut plus d'électricité du coup pour faire fonctionner un véhicule à hydrogène que pour faire fonctionner un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'il y a des pertes de rendement au fur et à mesure des transformations. Donc, oui, par exemple, cette électricité, comment se la procurer? Il y a plusieurs solutions, le nucléaire, le renouvelable, et puis l'énergie fossile. C'est ça, pour l'instant, c'est encore beaucoup aux énergies fossiles dans le monde. Après, en France, déjà largement de l'électricité bas carbone. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, déjà, l'hydrogène est assez peu produit à partir de l'électricité, donc à partir de ce procédé d'électrolyse de l'eau. L'Agence internationale de l'énergie nous indiquait qu'en 2021, c'était 0,04% de la production d'hydrogène dans le monde qui était faite à partir d'électrolyse de l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir développer, mais il faut que ce soit à partir d'électricité bas carbone, pour que cette électrolyse de l'eau ait un intérêt climatique. Enfin, je comprends tout, et enfin, je comprends les réserves exprimées à propos de l'hydrogène, de l'utilisation dans le concret, dans le quotidien, de l'hydrogène, de l'utilisation dans nos véhicules, ou de l'utilisation pour un avion, pour un train, pour un bateau. Si j'ai bien compris, dans l'avenir, rouler avec un véhicule léger à l'hydrogène, c'est pas la solution. Oui, les véhicules légers, en effet, ce sera plutôt l'électrique qui est pertinent. L'électrique, les vélos assistance électrique, les voitures qui seront majoritairement électriques. L'hydrogène peut être éventuellement en petit complément sur des marchés un peu de niche. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelques taxis à hydrogène dans Paris. Il y aura peut-être des marchés de niche de ce type-là pour l'hydrogène pour les voitures, mais les voitures de demain seront électriques. Après, il faut aussi changer l'usage plus globalement de nos mobilités, essayer autant que possible d'aller vers des solutions plus sobres. Mais en tout cas, la technologie électrique va dominer pour un grand nombre de modes de transport, notamment la technologie électrique et les carburants de synthèse aussi. Les carburants de synthèse, là où c'est ce que dit l'Allemagne. C'est ce que dit l'Allemagne. C'est en effet ce qu'ils disent, mais en fait, il faut comprendre que c'est encore plus compliqué que l'hydrogène. C'est-à-dire que pour produire des carburants synthétiques, il faut combiner de l'hydrogène avec du CO2. Donc c'est comme ça qu'on fabrique les carburants synthétiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la base, l'électricité qu'on utilise pour fabriquer de l'hydrogène, puis qui va servir à la production de ces carburants synthétiques, soit vraiment bas carbone, pour que les carburants synthétiques aient un intérêt climatique. Mais pour les voitures électriques, il faut quand même des batteries. Exactement. Il faut des batteries. Et les batteries, ça suppose des produits, des métaux rares, ça suppose beaucoup de choses pour une batterie. Et plus, la batterie, le problème c'est qu'il faut stocker l'électricité, que la batterie, elle est quand même souvent un peu massive, ou du moins elle est pas facile à fabriquer. Enfin bon, tout ça c'est...
Oui, tout à fait. Mais en fait, quels que soient les ça va évoluer là aussi, oui. Oui, il y a des évolutions. Alors, il y a déjà eu des évolutions assez fortes sur, par exemple, la densité énergétique des batteries. Donc, ça veut dire que pour un même nombre de kilos de batterie, on a plus d'énergie aujourd'hui que ce qu'on avait par le passé. Donc, il y a eu des progrès techniques là-dessus qui permettent d'économiser un peu certains métaux aussi, du coup, comme la densité est plus forte. Et après, les chimies de batterie évoluent beaucoup aussi. Par exemple, suivant les métaux qui sont en tension, eh bien, il y a des transformations sur le marché des batteries pour les véhicules électriques, par exemple, pour utiliser moins de cobalt ou utiliser moins de nickel. Ça, ce sont des transformations qu'on a vues beaucoup sur le marché ces dernières années pour limiter justement les questions de dépendance qu'il peut y avoir sur certains de ces métaux. Alors, pour en revenir à l'hydrogène, objectif 2028 en France, 20 000 à 50 000 VL, véhicules légers, roulant à l'hydrogène, 800 à 2000 véhicules lourds. En fait, c'est mieux pour les véhicules lourds, pourquoi ? Alors, en fait, l'hydrogène, ça va être plutôt à utiliser en complément de l'électrique sur les transports. Donc, c'est-à-dire que quand l'électrique est pertinent, c'est ça qu'il faut prioriser parce qu'il y a besoin de moins d'électricité pour faire rouler le véhicule électrique que le véhicule hydrogène. Le coût est beaucoup moins important aussi pour les véhicules électriques que pour l'hydrogène, à la fois le coût du véhicule et le coût de l'énergie. Et du coup, c'est finalement sur les segments de véhicules ou les modes de transport sur lesquels l'électrique est le plus difficile que là, l'hydrogène va pouvoir venir un peu en complément quand le volume de batterie à emporter serait trop important. Par exemple, sur des poids lourds, sur de la longue distance, potentiellement, l'hydrogène pourrait venir en complément. Pour certaines petites lignes, comme on les appelle, ferroviaires, éventuellement pour le... Voilà, c'est ça. Mais en Allemagne, il y a déjà des trains hydrogène. Exactement, c'est déjà quelque chose qu'on sait faire. En 2025 en France, je crois. Oui, il y a des projets, en effet, certaines régions qui ont investi aussi sur les trains à hydrogène, donc il peut avoir sa pertinence. Vous dites petite ligne, pourquoi petite ligne ? En tout cas, dans les... Pas de TGV ou pas de... C'est ça, il n'y a aucun intérêt sur ce type de ligne quand il y a une densité de flux de transport, de trains, etc. qui est suffisante. L'électrique est vraiment le plus pertinent. Quand on peut électrifier les lignes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue énergétique, ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue des émissions de CO2. Donc ça va être finalement sur des segments où les lignes ne sont pas électrifiées. Aujourd'hui, il y a quasiment la moitié du réseau qui n'est pas électrifié. Ce sont des parties de réseau sur lesquelles il y a moins de trains qui circulent. Et à ce moment-là, ça peut valoir le coup si le coût financier de l'investissement dans l'électrification est trop important, bien d'avoir plutôt de l'hydrogène. Ça permettrait peut-être de rouvrir certaines lignes, des trains à hydrogène, et de faire circuler plus de trains sur des lignes où il y a peu de trains qui circulent. Oui, après, c'est en tout cas une technologie qui aujourd'hui est plus cher que le pétrole. Donc ça veut dire que si on a une difficulté à ouvrir certaines lignes parce que le coût est important, l'hydrogène ne va pas forcément améliorer cette chose-là. Et l'avion ? Et sur l'avion, c'est, disons, quelque part un peu un pari qui mérite d'être tenté. Il y a peu d'options technologiques sur l'avion qui sont prêtes aujourd'hui. Pour autant, les contraintes de l'hydrogène, c'est notamment qu'il prend beaucoup de place. Il faut des gros volumes. Comment il est stocké ? C'est un gaz ? C'est un gaz, et en effet, c'est un gaz liquide ou c'est un gaz... Eh bien, on peut le liquéfier. Donc en le refroidissant à des températures très négatives, et c'est une des contraintes pour le transport aérien justement qui est que ce gaz soit refroidi à des températures très très basses, et du coup c'est ça qui fait une des contraintes pour le transport aérien, c'est qu'il faut revoir la forme des avions parce que les réservoirs sont beaucoup plus gros, etc. Inflammable. Et ce sera plutôt sur des cours moyens courriers qui peut être utilisé pour l'aérien, mais bon, c'est pas avant 2035 dans ce qui est annoncé, donc c'est pas suffisant à court terme, en tout cas pour décarboner le transport aérien. Il y a besoin aussi de sobriété. C'est un gaz inflammable. Oui, alors il y a aussi des contraintes en termes d'usage, notamment sur le stockage, sur les fuites possibles qu'il peut y avoir de ce gaz. Donc ça fait partie des défis techniques aussi qui existent pour l'hydrogène, et notamment il faudra autant que possible produire l'hydrogène bas carbone le plus près possible des lieux de consommation, notamment parce qu'il prend beaucoup de place. Si on a besoin de beaucoup de camions pour le transporter sur d'autres lieux, là on perd d'un point de vue énergétique aussi. Compris. Alors c'est très très intéressant, ça permet de remettre les choses en place, parce que tout le monde parle d'hydrogène, mais finalement, l'hydrogène, c'est peut-être pas vraiment la solution pour les transports, la solution de demain. Enfin, c'est une solution complémentaire. Voilà, c'est ça, complémentaire. Il ne faut pas le voir comme la solution magique parce que ça ne l'est pas. Pour autant, il ne faut pas non plus tout balayer d'un revers de la main sur cette technologie-là. Il y aura besoin d'un complément de différentes technologies pour sortir du pétrole. Et puis, comme je le disais, de sobriété aussi dans les usages. Avant tout aussi réduire les consommations d'énergie, si on veut autant que possible que cette énergie après soit à partir d'énergie bas carbone. Aurélien Bigot, c'est très intéressant parce que j'ai lu
vu tout ça dans votre revue, dans cette revue à laquelle vous participez, qui est une revue formidable, qui est, je crois, enfin pas en vente, elle est en accès libre. Oui, c'est ça, accès libre sur Internet, Polytechnique Insight. Donc c'est une revue qui traite un peu des grands enjeux, des grands sujets scientifiques de notre époque, donc énergie, climat, santé, technologie, etc. Et donc là, il y a eu notamment un dossier spécifique sur l'hydrogène, sur lequel moi j'ai passionnant. Je peux vous dire que c'est absolument passionnant. Moi qui ne connaissais rien à l'hydrogène, je dis pas que je connais l'hydrogène maintenant, mais au moins je peux mesurer les limites de l'hydrogène. Oui. Donc tout le monde vous en parle, j'imagine. Tout le monde en parle, hein, l'hydrogène. Oui, c'est ça, l'hydrogène, c'est dans les grands sujets. Des solutions alternatives aux énergies fossiles, évidemment. Donc on se dit l'hydrogène, mais vous remettez les choses en place. Hein. Et elle paraît tous les combien, cette revue? Alors il y a des articles assez réguliers sur Internet, et puis des newsletters aussi auxquels on peut s'abonner chaque semaine. Et puis après, des dossiers thématiques comme celui-là, il y a eu un deuxième dossier thématique du coup sur ce thème de l'hydrogène de la revue 3,14, donc pour faire référence au nombre pi aussi, qui traite l'hydrogène, à la fois ses modes de production, dans quel type d'usage ça va être utile pour la transition énergétique de manière générale. 3,14 pour Polytechnique, c'est normal. Hein. C'est bon, d'accord. Bon, merci Aurélien Bigot d'être venu nous voir. De rien. Et encore une fois, je vous le recommande, hein, parce que c'est passionnant. Bien, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'est l'heure de Philippe David.